Merci Thierry, merci, bonjour à tous, merci de cette invitation. Évidemment, je suis honorée de pouvoir participer à ce sommet du numérique de chez moi, donc dans le sud, comme tu l'as dit. Et je voulais commencer d'abord par te poser une petite question, Thierry. Donc, je pense que peut-être d'autres personnes pourront peut-être se poser aussi, trouver les réponses. J'ai entendu parler, récemment je suis allée à La Réunion et j'ai entendu dire qu'il y avait des études de communication qui disaient que lorsqu'on fait une conférence, que ce soit à distance ou en présentiel, on a 10 secondes pour ne pas rater son coup. Les 10 premières secondes sont cruciales si on ne veut pas perdre son public. Donc je t'avouerai Thierry quand même que j'ai particulièrement cette semaine travaillé les 10 premières secondes. Pour le reste, on va aller voir tout ça. Donc, je suis contente aujourd'hui de vous parler déjà d'une pratique que je mets en place depuis le début de ce confinement. Donc, mettre en place une pédagogie active à distance, c'est ce qui m'a préoccupée durant ces derniers jours, les dernières semaines. Comme l'a dit Thierry, je suis une femme de terrain et j'en suis fière. Je ne suis pas une théoricienne, je suis quelqu'un qui réfléchit sur sa pratique, qui essaye de prendre du recul, mais je m'appuie essentiellement, bien sûr, sur ce que j'essaye de mettre en place en classe. En m'inspirant, évidemment, j'essaye de lire beaucoup des écrits, des articles sur les sciences de l'éducation générale qui me passionnent et j'essaye, bien sûr, de trouver des plus-values et de le mettre en pratique dans ce que je fais au quotidien avec donc cette année 2 classes de 6e, des enfants qui ont entre 11 et 12 ans. Alors, mettre en place une pédagogie active à distance, me direz-vous, mais pour quelles raisons? Alors, j'ai commencé d'abord quand on a été confiné à partir du 13 mars, à me poser la question de comment j'allais adapter ce que je faisais habituellement en classe, c'est-à-dire cette pédagogie active, puisque je pratique cette classe inversée depuis 10 ans, et j'avais envie de voir comment ça allait un petit peu modifier aussi ma façon de faire. Alors, j'ai commencé d'abord dans une phase de ce que je fais toujours, hein, je prends le temps d'observer et donc j'ai commencé à observer un petit peu les pratiques. Alors déjà au sein de mon établissement, hein, je pense que c'est assez représentatif de ce que l'on voit actuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait donc des collègues qui proposaient, qui s'étaient complètement emparés des options classe virtuelle que le ministre a mis à disposition, donc des collègues qui donnent des rendez-vous pédagogiques et qui vont faire classe devant donc un public plus ou moins connecté, il faut le dire. Ensuite, on a des collègues qui envoient des diaporamas par les espaces numériques de travail ou des fichiers texte, et les élèves le réceptionnent et ensuite il y a des activités ou des exercices à faire dessus. On a d'autres collègues qui étaient attachés au manuel scolaire, qui est quelquefois même un manuel, enfin, qui est toujours d'ailleurs un manuel papier chez nous, et donc des collègues demandent aux élèves d'aller regarder telle ou telle leçon et ensuite de faire des exercices dessus. J'ai remarqué aussi que certains avaient un petit peu aussi modifié leur façon de faire en utilisant l'outil vidéo sous forme de capsules. Donc, soit on utilise des capsules qui sont déjà faites, ou on se lance à la création de capsules. Et en ce moment, il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait par rapport à ça, notamment sur les réseaux sociaux, où on a des collègues qui nous sollicitent pour qu'on puisse les aider et créer des outils avec eux pour qu'ils puissent mettre en place ces capsules. Mais enfin, quand on observe tout ça, on se rend compte que la question, c'est que fait l'élève en fait à distance face à tout ça. La plupart du temps, dans la première étape, on est dans une phase de réception. Donc l'élève reçoit l'information, quelle que soit la forme, et puis après peut-être il va y avoir donc des exercices à faire, mais en tout cas dans un premier temps, il va y avoir donc une phase de compréhension du support, même si c'est une vidéo, il va falloir comprendre la notion. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai opté plutôt pour une pratique que je n'ai pas innové dans ce sens-là, mais j'ai quand même essayé de reproduire ce qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire toutes les tâches où, par contre, l'élève va être dans une position d'engagement. Donc, au lieu d'être dans une position de je réceptionne de l'information, j'essaie de la comprendre, qui reste une tâche quand même assez complexe, eh bien là, je vais essayer de le mettre tout de suite dans des activités. Alors, ces activités, on verra tout à l'heure, je vous ai préparé bien sûr des choses très concrètes pour que vous puissiez bien vous projeter, mais vous allez voir que dans ces activités, l'élève pas à pas va être amené par un déroulement précis, mis en place par l'enseignant bien sûr, mais découvrir par lui-même la notion. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui lancer la leçon comme ça de manière descendante, mais il va la construire au fur et à mesure.
Voilà. Donc, pour faire cette pédagogie à distance, je me suis rendu compte qu'un protocole, même s'il existe en classe, doit être parfaitement huilé et doit être absolument réglé de manière très claire avec la classe. Donc, il va y avoir des étapes. Alors, moi, j'ai essayé de schématiser ça en 2 temps. D'abord, ce que fait l'élève au moment où il réceptionne l'activité et ensuite, quel est le rôle de l'enseignant. Donc, en haut, ce que vous pouvez voir déjà, c'est les 4 premières étapes. Donc, l'élève, dans un premier temps, va observer. Il va être dans une phase d'observation. Alors, ça va se passer comment? On va lui mettre à disposition, ce que l'on fait en classe inversée, une capsule. Mais alors, attention, soyons bien d'accord, cette capsule, c'est pas de retrouver la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire une vidéo de notion, c'est bien une capsule de mise en bouche, c'est comme ça que je les nomme, c'est-à-dire une capsule où on va donner à voir un corpus, où l'élève va pas être sollicité cognitivement, où on va lui demander de comprendre la notion, mais simplement d'observer. Voilà, et de lui donner juste des éléments d'observation. Donc, l'élève va réceptionner cette capsule. Ça peut se faire aussi sous forme de PDF, par exemple. Ça peut être un corpus avec, par exemple, des phrases qui vont être notées. Et ensuite, il va y avoir une deuxième étape qui est l'étape d'investigation. Alors, dans cette étape-là, l'élève va être amené, donc, par rapport à ce corpus, à faire un travail de comparaison. Ça va même se faire de manière intuitive, forcément. Quand on donne, par exemple, plusieurs phrases, une liste de phrases, on va essayer de trouver les points communs à certaines phrases. Donc, on va y avoir cette étape de tri. Et comme quand on fait un tri, on va mettre dans des boîtes. Et l'idée, c'est que l'élève va forcément, à un moment donné, s'il met dans des boîtes, s'il commence à ranger, eh bien, il va être amené à mettre des étiquettes, donc à émettre des hypothèses. Donc ça, c'est la troisième phase, la phase de proposition. Donc l'élève va faire une proposition à l'enseignant et ensuite, il va restituer son hypothèse, sous forme de petits comptes rendus. Voilà, ça c'est la phase, donc c'est par ce chemin-là, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore du chemin, vous allez voir, on la retrouvera tout à l'heure, mais c'est ce chemin-là que j'utilise moi depuis donc le début du confinement. Ensuite, dans un deuxième temps, donc il y a l'intervention de l'enseignant qui va donc réceptionner. Alors il réceptionne évidemment pour donner une correction. Alors cette correction, il me semble qu'il est pertinent qu'elle soit de 2 natures. D'abord une correction collective, à partir des restitutions, on va me faire une synthèse, on va mettre en lumière ce qui a posé problème, évidemment, et on va accentuer là-dessus, c'est-à-dire pas de faire une vidéo leçon d'1 heure, à mon sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais plutôt de mettre en lumière et donc de lever les difficultés par rapport à ce qui a été observé à partir des restitutions des différents élèves. À partir de là, on va passer sur une phase, bien sûr, de travaux individuels, de correction individuelle. Alors là, c'est là que le bas blesse. Évidemment, vous allez tout de suite me dire, mais attention, c'est hyper contraignant, parce que c'est vrai que dans une situation de régulièrement les élèves produisent, mais on n'est pas sans arrêt en train d'individualiser les corrections. Forcément, en classe, quand un élève fait un exercice, on ne va pas corriger individuellement tous les exercices. Là, c'est ce qui change. L'élève produit, il envoie, il attend un retour. Et ça me paraît fondamental qu'on puisse faire ce feedback, encore plus que quand on est en classe. Donc, évidemment, à nous de voir à quel moment on attend un retour aussi. Donc, mais en tout cas, s'il y a retour, il me semble évident qu'il faut qu'il y ait un commentaire de l'enseignant. Sans ça, l'élève ne va pas comprendre pourquoi il produit. À partir de là, quelques temps plus tard, alors ça peut être 2 jours, 3 jours plus tard, on verra aussi un exemple, il va y avoir une phase de vérification. Il me paraît important de ne pas à distance vouloir empiler comme ça les notions, vouloir absolument suivre la progression annuelle, mais de temps en temps faire des retours en arrière, revenir sur la notion qui a été vue par exemple la semaine précédente, en ayant une approche un peu différente. Donc là, par exemple, ça peut se faire de manière un peu plus ludique, avec des QCM, des quiz, et pourquoi pas d'ailleurs, demain, vous allez voir, ils adorent, de créer eux-mêmes, de produire eux-mêmes des quiz sur ce qui a été vu précédemment. Voilà. Alors maintenant, passons au concret, parce que tout ça, c'est très abstrait peut-être pour certains. Donc, on va prendre une séance que j'ai mis en place. Donc, on va voir là la phase d'observation, d'investigation, de proposition et de restitution. Vous allez voir le tout en un. Je prends toujours, quand je fais ce travail de lancement, j'utilise donc un Google formulaire. Donc, on va aller tout de suite se rendre sur ce Google formulaire. J'aimerais bien juste avoir un petit retour de Thierry ou de Simon qui me rassure en me disant qu'on voit bien
la bascule sur Safari. On te rassure. Voilà, parfait. Donc là, on voit ce Google formulaire. Et là, donc, la première étape, et bien sûr, c'est l'identification. Hein, ça, c'est évident pour avoir un retour. Donc, première étape, c'est donc cette étape, donc, que je disais, d'observation. Donc, cette étape d'observation, eh bien, on a donc la capsule hein, qui va faire son usage. Donc, c'est une capsule de mise en bouche. Hein, on est bien clair, ce n'est pas une notion. On donne à voir. Donc là, il s'agissait des compléments du nom. Donc, en fait, je ne vais pas la dérouler, mais en fait, vous allez me faire confiance. C'est toute une suite en fait de compléments du nom avec des catégories parce que je varie à chaque fois l'accroche, c'est-à-dire la préposition qui change tout simplement. Donc les élèves voient donc une série de groupes comme ça et puis dans une deuxième phase donc il va y avoir forcément on va lui demander de faire un petit point sur ce qu'il a observé. Donc il remplit le champ qui est habituel en classe, on fait aussi ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'après toi? Donc tu as vu peut-être le titre mais ça ne te parle pas, mais peut-être que tu peux déjà me dire de quoi il s'agit. Donc là, on va avoir des réponses du type, on va parler des noms, voilà. Donc des choses encore assez imparfaites, mais on va approcher au fur et à mesure. Donc on avance un tout petit peu dans l'investigation et on va arriver effectivement dans ce travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce travail de tri. Donc là, il faut trouver une idée, une activité qui va permettre à l'élève de faire le pont avec ce qu'il a observé. Donc on reprend là, par exemple, les exemples de la capsule, mais on va glisser à l'intérieur des phrases un peu pièges où il n'y aura pas donc ces compléments du nom. Donc par la simple observation, on a vu dans la capsule, on a lourdement insisté sur le fait qu'il y avait une préposition qui permettait de raccrocher au nom. Là, on voit bien que j'ai évidemment glissé quelques intrus. Donc, il y a une identification, bien sûr. Et après, une fois qu'il a donc fait ce travail, on va lui demander donc la phase d'hypothèse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, alors, quelle est ton hypothèse? À ton avis, de quoi s'agit-il? Comment on peut le repérer? Et là, on est sur la phase de restitution. À partir du moment où on envoie, eh bien, on va donc réceptionner donc le contenu. Donc, à partir de là, là, c'est le travail de l'enseignant qui va opérer. Hein. On reçoit donc le soir les travaux. Et là, à nouveau, toujours pareil, j'utilise toujours le même outil. J'essaie de ne pas multiplier les outils parce qu'avec des enfants, notamment des plus jeunes, ça peut être très, très vite un frein. Donc, je prends en fait les outils que j'ai l'habitude d'utiliser en classe. Ici, un Google Form donc pour cette fois-ci donc la partie de correction. Alors là, ici, donc on va avoir, alors je vais peut-être juste retourner un tout petit peu en arrière, hein, parce que là, je suis allée directement sur la phase écrite et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu. Voilà, donc, voilà, hop. Quitter la page et je vais la rafraîchir. Oui, alors donc dans cette phase de correction, on va avoir, alors je n'arrive pas à la placer, mais c'est pas grave. La première page, en fait, j'ai encapsulé la correction, donc la fameuse vidéo où une petite vidéo hein, de 5 minutes, hein, c'est pas une conférence, et je vais ensuite donc mettre en place donc la trace écrite, donc la correction de l'activité et la trace écrite. Donc la trace écrite, d'où vient-elle? Elle est de toute façon l'émanation des propositions qui ont été faites par la classe. Donc, dans la phase de restitution, la dernière étape, rappelez-vous, les hypothèses. Donc je m'appuie sur ces hypothèses et notamment je récupère les exemples pour évidemment organiser donc le travail sur le complément du nom. Alors voyez-vous, elle prend deux formes, hein, on le voit en bas du document, d'un côté sous forme de carte mentale, de l'autre côté sous forme plus classique, parce que j'ai l'habitude de faire ça, j'aime bien varier les différentes formes de traces écrites de manière à ce que les élèves puissent avoir le choix entre telle ou telle forme. Certains vont être à l'aise avec des cartes mentales, d'autres vont avoir besoin d'avoir peut-être plus accès à des tableaux. Donc il faut aussi tenter de personnaliser ces fameuses traces. Hein. Et puis donc à partir de cette vérification, l'élève va prendre connaissance de la trace écrite et va pouvoir, s'il y a un cahier, la recopier dans le cahier. Là, c'est pour la correction collective, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il me semble important d'avoir cette personnalisation. Alors là, je vous ai pris un autre exemple, c'est sur une rédaction. Donc là, les élèves ont écrit et pour chaque rendu, donc j'utilise, là, c'est la technique de l'annotation.
tout à fait classique, sur une copie. Ou alors, ça permettra aussi de gagner du temps, parce que j'imagine qu'il va y avoir des questions là-dessus. Annotation, c'est long, c'est comme si on corrigeait des copies, et là, c'est à chaque production. Donc, on peut aussi ruser un tout petit peu en ayant accès à l'audio. Faire un petit commentaire audio, ça prend un peu moins de temps que d'aller chercher des zones de texte avec des couleurs, taper du texte, etc. Donc, il m'arrive aussi de temps en temps de passer par l'audio. Et finalement, c'est aussi efficace parce que les élèves entendent finalement plus facilement que ce qu'ils ne lisent, parce que dans les annotations, même si on utilise toujours le même code, les élèves passent souvent à côté. Voilà. Alors après, évidemment, je vous ai dit, quelques jours plus tard, on peut ludifier pour revérifier si la notion est bien ancrée. Alors là, c'est un élève, ce sont des élèves à qui je confie. Donc j'envoie dans le mode vérification des possibilités, donc des parcours où ils ont la possibilité de réinvestir la notion. Donc cette semaine-là, sur les compléments du nom, j'avais choisi de leur donner accès à ce site WordWall qui est assez simple d'utilisation, et on va créer un exercice. Alors, c'est sous forme de jeu. Donc, il y a des modèles, il y a des templates, en fait. Et les élèves vont prendre un modèle et on va, voilà, vous allez voir, mettre en scène la notion. J'ai besoin d'être rassurée. Est-ce qu'on voit bien le jeu? Thierry, Simon, tout va bien? Oui? Oui, tout à fait, Marie. Parfait. Alors là, vous voyez, l'élève, donc, il a fait des propositions, il a écrit, donc, il a mis des compléments du nom. Et donc, il y a évidemment un petit jeu où il suffit de, comme il a dit, alors c'est lui qui a écrit la consigne, c'est évidemment pas moi, donc il y a plusieurs types de niveaux. On multiplie les difficultés, donc il a fallu qu'il crée un certain nombre d'exercices. Donc voilà, je vais faire exprès de me tromper s'il veut bien me proposer des... Voilà, je n'ai pas de chance, j'ai tout juste. Donc voilà, il y a un système de temps, mais bon, soyons clairs, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas tant le jeu, évidemment. Vous avez bien compris, ce n'est pas excitant que de taper sur les têtes des taupes. Très vite, on se lasse. Au niveau jeu, ce n'est pas très, très pratique. Par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est la conception. Et c'est en ça que je me suis emparée de l'outil, parce que l'idée, c'est que puisque c'est l'élève qui crée lui-même, ça va l'obliger déjà à produire des exemples, à trouver des consignes, etc. Et c'est en ça que la vérification, même si elle a ce côté ludique, est quand même intéressante pédagogiquement. Alors, au bout de toutes ces semaines de recherche, de réflexion, on va dire, de prise de recul aussi par rapport à ce que je fais, j'ai qualifié cette pédagogie de petits pas. Voilà. Pour moi, ça a été quand même cette pédagogie-là, à distance, ça a été une phase de déséquilibre à tous les niveaux, famille, parents, famille, enfants et enseignants. Le chemin, c'est le chemin qui me sépare évidemment de l'école et qui les sépare aussi de l'école. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer et jusqu'où va nous mener ce chemin. En tout cas, il est sinueux. On va prendre c'est pas une longue ligne droite, on ne sait pas trop où on va, donc il y a des moments où on ne voit pas. Et il ne faut pas perdre de vue. Voilà, il faut rester toujours sur les pas. Et ces petits pas, ce sont les enseignants, me semble-t-il, qui doivent les marquer dans le sol. Et même si l'élève est en déséquilibre, je pense que le rôle de l'enseignant dans ce cas-là, si je continue la métaphore, c'est d'être un peu le bâton d'équilibre et tendre le bâton au moment où on en a le plus besoin. Alors pour ça, comment rétablir l'équilibre? J'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que ça passait par des balises sur ce chemin. Et ces balises, c'est notamment, et je l'ai mis en gros exprès, la fragmentation. Voilà, fragmenter la consigne. Et on va voir un exemple très concret. Ne pas donner, on a une idée de ce que l'on veut faire avec les élèves, on a une idée d'une tâche finale, mais au lieu de donner tout de suite la tâche finale, se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser cette tâche? Par quoi il faut qu'il passe? Et à ce moment-là, au lieu de donner un plan de travail comme on fait d'habitude, étape par étape, on ne va pas dévoiler le but final, mais on va partir de la première étape sans révéler la seconde, voyez-vous, et on va passer d'une étape à une autre. Alors, on va égrener ça sur la semaine ou sur le mois, c'est pas grave, on a du temps. Mais et pour que l'élève puisse
se préparer un peu comme un athlète, hein, faire ses gammes petit à petit, et ensuite on additionne tout ce qu'on a pris et on va donc assembler sur une tâche finale. Clarifier la consigne, ça me paraît évident, et on verra tout à l'heure, je vous parlerai d'élèves testeurs que j'ai mis en place dans mes classes. La ludification, je n'y reviens pas, on vient d'avoir un exemple, on en verra tout à l'heure aussi un autre exemple. Et puis, bien sûr, fragmenter, clarifier, tout ça, ça va avec la simplification. Et la modélisation, parce que pour moi, effectivement, modéliser, montrer ce que l'on attend en faisant et en le mettant un peu comme un modèle, comme une référence, même si ce n'est pas exactement ce qu'on va leur demander de faire, mais quelque chose à peu près qui se rapproche de l'attendu, eh bien, ça permet à l'élève d'avoir un cadre, de se projeter, de dire « Ah oui, ben là, un peu si je reprends la métaphore du chemin, on voit le panneau indicateur, voyez-vous, on voit où on veut aller. » Hein, on voit la destination finale. Et même si on ne prendra peut-être pas le même chemin que l'enseignant, mais en tout cas, on sait vers quoi elle tend, voilà, cette production. Et ça me paraît très important. Alors, regardons en détail, parce qu'il faut que ça soit concret pour que ça vous parle, même s'il me reste peu de temps, mais je vais essayer d'aller vite. Donc, la première, l'élève en position de créateur, ça, vous avez compris, c'est la base. Donc, pour créer, là, je vais vous donner un exemple. On avait fait un travail sur les verbes et justement, en feedback, c'est-à-dire en vérification, j'avais demandé aux élèves, quelques temps après, de me créer une émission radio. Alors là, mon intérêt là-dedans, c'était d'abord parce que je m'appuyais sur une pratique de classe que j'utilise souvent. Hein, l'émission radio, c'est un chef-d'œuvre de ma classe inversée. C'est un marronnier, je dirais, hein, qui revient régulièrement. Donc, le protocole, ils le connaissent. Mais là, je voulais investir la famille. Je voulais aussi que la famille prenne part. Alors, voici un petit exemple. Bonjour, nous nous retrouvons dans l'émission Les spécialistes de l'ortho. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Mais malheureusement, Madame Larousse et Monsieur Robert sont confinés chez eux. Et Monsieur Robert a des occupations personnelles. Donc, Madame Larousse, bonjour. Bonjour. Ah, elle nous entend bien, tant mieux. Bon, ce n'est pas grave. Nous allons continuer l'émission. Je crois qu'un auditeur essaye de nous appeler. Ding, ding. Oui, allô. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Les spécialistes de l'ortho. Quel est votre nom? Quelle est votre question? Bonjour, je m'appelle Maya. J'aimerais savoir comment différencier des verbes d'action et des verbes d'état. Très bonne question, mais moi je ne sais pas, donc je vais demander à Madame Larousse. Madame Larousse, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, un verbe d'action désigne une action, en fait, ce que l'on fait. Voilà, alors donc vous avez vu, on a investi le champ de la famille avec la petite sœur, la maman, etc. Un autre exemple, donc toujours pour baliser cette pédagogie des petits pas, manipuler. La manipulation, c'est important. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être cet exemple-là, c'est un récit d'aventure, hein, on est en cours de on est en train de le préparer. Et donc, j'avais mis à disposition une carte et j'ai demandé aux élèves, avec des vignettes, de placer les vignettes à l'endroit de leur choix et de tracer quelque chose. Alors, vous allez me dire, c'est un peu basique, certes, mais dans cette idée de fragmentation, c'est important. Vous allez voir, mon idée de production finale, c'est le récit d'aventure. Donc là, je commence petit pas par petit pas. Donc d'abord, une phase c'est une création de schéma narratif, sans le nommer bien entendu, mais les élèves vont être amenés à mettre donc sous chaque vignette un titre, donc peut-être une étape du schéma narratif. Voilà. Alors, autre manipulation beaucoup plus simple, là, c'était sur un cours de langue où on a un travail sur le vocabulaire avec des vignettes à replacer sur un schéma. Donc, c'est une forme plus classique de manipulation. Enfin, tout à l'heure, je vous parlais de l'intérêt de faire une modélisation. Là, on est en plein dans ce projet-là, cette semaine. J'ai demandé aux élèves, quand on est confinés, on ne peut pas trop s'éloigner du domicile, de profiter de l'occasion d'optimiser cette situation en faisant travailler de l'oral et de l'écrit. Donc, l'idée, ça a été de leur demander de partir en expédition, toujours en famille, dans son village, et de faire quelques photos, de construire un mini audio guide. Alors, pourquoi modéliser? Parce que c'est quand même là une tâche
tâche un petit peu plus complexe. Donc, j'ai fait moi-même ce travail. Je l'ai donné aux élèves. Je leur ai montré dans mon village, etc. Et ça leur a donné un repère. Donc, ça évite aussi d'avoir beaucoup de questions. Hein. Quand on n'est pas précis sur ce qu'on attend, on s'expose à avoir une tonne de questionnements. Donc, plus on est clair sur l'attendu, plus c'est facile pour eux et pour nous aussi, pour notre confort personnel. Alors, autre exemple de fragmentation, donc je reviens à cette histoire de récit d'aventure. Voyez-vous, la première étape avant de la carte, hein, la semaine d'avant, le lundi, j'avais posté ceci sur le blog de la classe. Donc, juste avec cette image, ce gif animé, alerte, alerte, à votre avis, que va-t-il se passer? Donc, je lance la bouteille. Hein, pour le coup, l'expression est bien trouvée. Je lance cette bouteille et j'attends de voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur le blog de la classe, immédiatement, on se pose des questions. Ah ben tiens, on va peut-être trouver un trésor. Mais vous voyez, on est loin de l'idée qu'on va écrire un récit, hein, pas du tout. Donc on les prépare petit à petit. Donc évidemment, je suis là pour relancer. Ah mais oui, mais où, quand, comment, etc. Donc il y a un petit échange. Et puis ensuite arrive donc l'étape de la carte. Donc là, j'y reviens pas, vous avez vu le principe. Vous voyez, pour l'instant, on voit pas trop, on voit à peu près, on commence à comprendre, mais c'est pas définitif. Le lendemain, on travaille sur les personnages, parce que je me dis, sur un récit d'aventure, il va y avoir des personnages, donc on a besoin de travailler sur la description. Donc voilà ce que ça a donné. Donc. Je vous présente Will. Description physique. Il est beau, grand, fort. Description de son caractère. Il est gentil et patient. Donne un point fort, séducteur. Donne un point faible, problème gastrique. Voilà, alors problème gastrique sur un bateau, on s'attend au pire, voyez-vous. Donc, j'espère qu'il va bien s'en sortir. En tout cas, donc, par rapport à cette fragmentation, j'espère avoir été claire. Donc, maintenant, on va passer à la clarification pour conclure. Donc, clarifier, c'est évidemment, alors, travailler en visio, oui, mais ma visio, elle ne dure qu'un quart d'heure. Et ce sont des salons de 5 élèves, pas plus. Donc, ça me monopolise toute une matinée pour moi, mais eux, ils ne restent pas plus d'un quart d'heure. Et l'objectif est très clair. Hein, ce n'est pas de faire un cours, bien entendu, vous avez compris, mais de vérifier. Toujours cette idée de vérifier la perception de la consigne. Alors, j'ai également mis en place un système d'élèves testeurs à qui j'envoie, donc j'ai quelques assistants comme ça dans chacune des classes, ils adorent faire ça. La tâche est bien claire, hein, ils ne font pas l'exercice, hein, ils me disent simplement si la consigne paraît claire. Et ils me disent, bon voilà, moi ce que j'ai compris, je pense que vous allez nous demander ça et ça. Donc, on peut changer d'élève testeur, bien sûr, mais ça, c'est très important. Hein, c'est très important parce que comme on est à distance, on n'a pas le feedback émotionnel ou même l'entraide entre pairs qui est évidemment plus là. Donc, là, c'est très important, me semble-t-il, de travailler cette clarification des consignes. Et enfin, la ludification. Alors, je rends hommage à mes deux amis, Quentin et Amélie Colombo qui nous écoutent, puisque c'est avec eux qu'on a lancé ce projet cet hiver, avec donc une petite référence à Netflix que vous connaissez. Nous, on a mis en place Livreflix, Bookflix, enfin, on a nommé différemment selon les établissements. Mais le principe, c'est de créer une communauté de lecteurs. Donc, chaque fois qu'un élève lit, et là, en ce moment, ils ont la possibilité de le faire, eh bien, il va créer une fiche sur notre site communautaire, donc avec un avis. Alors, c'est intéressant ce projet parce que ça implique aussi les familles. Donc, on peut avoir aussi des élèves qui vont solliciter leur famille pardon, excusez-moi, j'avais mis un minuteur et du coup, j'arrive plus à l'éteindre. Voilà. Donc, j'ai presque fini. Donc, les élèves vont pouvoir aussi solliciter leur petite sœur, frère, pour lire aussi en famille. Ça, c'est aussi un parcours à faire. Et puis, dans la ludification, il y a quelque chose de plus simple aussi, sans passer par le numérique, c'est l'inversion des tâches. Alors, c'est une inverseuse qui vous parle, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est l'idée de donner aux élèves la possibilité de nous tester. Donc là, par exemple, il s'agissait de créer un contrôle pour moi, de me préparer un contrôle avec 10 questions sur le livre qu'on venait d'achever et de me corriger la copie. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et les élèves adorent. Alors, le problème aussi qui se pose à distance, c'est les études de livres. Quand on analyse des livres, en principe, nous, on fournit les livres de bibliothèque, par exemple, aux élèves. Là, il n'y en a pas, donc il y a le numérique, mais lire sur un livre numérique, ce n'est pas terrible. Alors, du coup, j'ai instauré un système de podcast.
de lecture. Donc, ça me permet de continuer à parcourir des œuvres et j'enregistre à peu près 2 épisodes. C'est pour ça que vous voyez derrière moi le studio là, qui me permet d'enregistrer et de scénariser. C'est très amusant aussi pour moi, des ouvrages. Et les élèves apprécient aussi. Voilà, alors là, le seul problème, vous avez certainement compris, c'est la collaboration, parce que là, on est sur vraiment de l'individualisation. Alors, comment faire ? Ça, c'est ce qui m'a préoccupé beaucoup ces derniers temps. Et là, j'ai trouvé une idée pour travailler la collaboration à distance, mais attention, parce que vous allez me dire, on peut utiliser un Padlet, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y ait des phases aussi d'échange en visio entre eux, sans le professeur. Donc, j'ai pris le prétexte de la prochaine œuvre que je vais étudier sur le roman de Renard. Donc, les élèves, je leur ai demandé, que j'ai 2 classes, de créer un procès. On va organiser un procès avec une préparation. Donc, une classe qui va défendre Renard, une autre qui va l'accuser. Et il va y avoir, pour chacune des classes, j'ai créé une salle secrète. Donc, dans la salle secrète, il y a des responsables. Là, vous voyez le tableau des responsables qui vont organiser. Alors, dans la salle secrète, on va aller voir quelques éléments. C'est un Padlet, en fait. Mais ils vont également avoir des rendez-vous. Donc, les responsables de salle ont organisé des rendez-vous. Vous voyez, ce n'est pas encore fait, puisqu'on commencera que le 5 mai. Ils vont se donner un rendez-vous en visio. Donc, ils sont modérateurs, ceux-là, là. Et les autres viennent, donc, se sont inscrits sur le Google Doc et ils vont venir préparer ce procès. Donc, sur la salle secrète, il y a donc cet accès à la salle virtuelle, la classe virtuelle. Donc, pour ceux qui sont de France, j'ai pris tout simplement mes codes de la classe virtuelle du CNED, mais je n'ai pas cherché plus loin. Donc, vous voyez déjà, ça se remplit gentiment. Donc, j'ai mis quelques questions pour les aider à discuter dans la salle virtuelle. Et puis, une fois que les rendez-vous seront réglés, eh bien, on pourra donc retourner au procès. Et le procès aura lieu le 15 mai. Donc, si vous voulez, je pourrais peut-être même vous inviter si vous voulez voir ça. Donc, l'idée, c'est je suis présidente du tribunal et forcément, je me garde le meilleur rôle. Et puis, je vais avoir donc des battles. Donc, il va y en avoir 18 avec 2 élèves de chaque classe, 15 minutes pour défendre Renard ou pour accuser Renard. Et moi, je marque des points. C'est assez confortable avec un système de points que j'ai communiqué évidemment aux élèves. Et cette idée-là, bien sûr, m'a conforté dans cette idée qu'il fallait absolument, dans cet enseignement à distance, ne pas perdre de vue le travail que l'on a dans une pédagogie active, ce travail entre pairs qui est important. Alors, on peut le faire par des murs collaboratifs, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait possible, mais qu'il y ait des moments vraiment de présence physique avec des échanges vraiment en direct, ça me paraît fondamental. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai demandé l'autorisation à toutes les familles parce que comme je ne serai pas présente sur les réunions organisées par mes responsables de salle, je voulais me garantir et me protéger. Bon, j'ai eu l'accord de toutes les familles qui ont trouvé l'idée tout à fait intéressante. Voilà. Alors, je en conclus avec un petit peu de retard en vous donnant rendez-vous peut-être sur les réseaux sociaux. Donc, Marie34 sur Twitter. Vous avez également ici le QR code qui va aller directement sur mon blog où je partage tout, le meilleur comme le pire. Désolée, mais ça fait partie de mes gènes. J'ai besoin de partager et puis d'avoir aussi des retours sur ce que je fais ou ce que je fais pas bien aussi. C'est important. Voilà. En tout cas, merci. J'espère que vous avez vous avez tenu les fameuses 10 premières secondes et que vous êtes toujours là, pas déconnectés. Merci encore à Thierry et à tous ses collaborateurs de m'avoir invité. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sommet.